Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette table ronde Univers SwiftNet sur le thème d'une question: la technologie peut-elle sauver le trade finance de l'embolie paperassière? Vaste question. Le trade finance est encore effectivement aujourd'hui le royaume du papier, mais on parle de plus en plus de numérisation, de digitalisation. Alors on va essayer de faire un point d'étape avec nos trois invités, deux ici sur le plateau et Jean-François Denis de BNP Paribas qui interviendra au cours de deux vidéos. Et à côté de moi, donc Béatrice Collot, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc responsable Trade Finance à facturage pour l'Europe continentale chez HSBC. Oui. Et Cyril Blas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable donc du Trade Finance pour Deutsche Bank en France. Tout à fait. Parfait. Alors avant de procéder à un tour d'horizon des différents produits du Trade Finance et voir un peu où on en est, où on doit aller en termes de digitalisation, quand on dit digitalisation du Trade Finance, qu'est-ce que ça vous inspire Cyril Blas? Alors, digitalisation du Trade Finance. Ce qui m'inspire, c'est de définir qu'est-ce que le Trade Finance. Et le Trade Finance, effectivement, ça se divise en plusieurs produits sur lesquels la digitalisation est plus ou moins avancée. Lorsqu'on parle effectivement de papasserie, on va plutôt s'orienter sur la partie lettre de crédit, où effectivement on a toujours beaucoup de papier, et là on a beaucoup de progrès à faire en termes de digitalisation. Ensuite sur la partie garantie, voilà, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de garantie locale, de garantie internationale, de garantie directe, de garantie indirecte? Donc voilà, là il y a pas mal de progrès qui ont été faits, notamment via Swift. Et puis les banques aussi proposent des plateformes qui permettent aussi de digitaliser l'aspect émission des garanties. Alors on ne prend pas en compte bien évidemment tout le travail préalable qui est fait sur les discussions des textes, mais en tout cas, voilà, c'est un domaine qui avance. Et puis ensuite, il y a les parties financement. Et les parties financement, effectivement, là, on a des plateformes qui existent. Et les interlocuteurs, bien évidemment, sont beaucoup moins nombreux. Et on arrive à digitaliser beaucoup plus. On va effectivement détailler les différents produits du Trade Finance en termes de digitalisation. Pour vous, Béatrice Collot, digital et Trade Finance, est-ce que c'est un mariage qui est en train de se faire? C'est incompatible? C'est indispensable? Pour moi, c'est une nécessité. J'ai envie d'être un peu peut-être provocatrice, mais je pense que c'est une question de survie. Et je vais donner quelques exemples pour illustrer ça. Dans le monde du trade finance au sens large, donc, qui comprend aussi bien l'univers bancaire que je dirais l'environnement physique, donc le mouvement des biens dans le monde, il n'y a pas eu d'innovation depuis la création du container dans les années 70 déjà. Si je regarde HSBC, la manière dont on faisait le trade finance il y a 150 ans quand on a été créé aujourd'hui, c'est toujours du papier. Donc c'est vrai qu'il y a quand même besoin de faire quelque chose. Et au-delà de ça, j'ai envie de dire, on est tous dans un environnement contraint en matière de coûts, on a tous besoin de faire des économies. Et en fait, quand on regarde le trade finance, alors là je l'entends au sens historique, hein, donc c'est vraiment le crédit documentaire, et bien en fait dans 70% des cas, vous avez une irrégularité dans l'opération de trade finance et qui vient le plus souvent d'une erreur de traitement faite par les opérateurs, donc une erreur humaine. Et ça a un coût qui a été chiffré par l'OCDE, alors il y a quelques temps, c'est pas très récent, c'est 2018, mais c'était 100 milliards de dollars pour l'économie mondiale. Donc ça, c'est quand même un fait marquant. Et puis l'autre que je trouve assez important, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore 60% des entreprises qui n'ont pas accès à des financements pour se développer à l'international. Et donc c'est essentiel qu'on arrive à développer des plateformes qui soient adaptées à ce type d'entreprise pour leur donner l'accès au financement. Donc on verra qu'au travers des plateformes, il y a aussi des entreprises qui se concentrent sur donner l'accès plus large à des SMEs ou des petites entreprises qui ont besoin de ça pour leur développement. Donc, c'est en ça que je trouve que c'est une nécessité. Et pour vous, donc, le digital, pour le Trade Finance, c'est un enjeu de 70% de 100 milliards, donc 70 milliards de dollars par an? Pas pour HSBC, mais pour l'économie mondiale. C'est ce qui avait été chiffré par l'OCDE. Juste là pour la partie dysfonctionnement. Ensuite, il y a toute la partie financée des entreprises qui aujourd'hui n'ont pas accès au financement. Et là, je n'ai pas nécessairement de chiffres en tête, mais voilà, l'enjeu, c'est vraiment d'adresser ça.
Et puis après, il y a aussi des enjeux de transparence, de temps réel. On sait très bien qu'aujourd'hui, les systèmes bancaires ne fonctionnent pas de cette manière-là. Donc, j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est peut-être le bon moment parce que la technologie qui permettrait les innovations nécessaires, elle est disponible. L'intelligence artificielle, la scannerisation, beaucoup de choses. Si on arrive à bien aligner tous ces composants-là, on peut développer des solutions soit tactiques à court terme, soit stratégiques à long terme. Je pense à de la blockchain, du contour, pour adresser les besoins des entreprises. D'accord. Alors vous dites qu'il y a des technologies disponibles, alors, parce que blockchain, API, intelligence artificielle, c'est aussi des mots à la mode. Est-ce qu'on peut vraiment compter dessus dès aujourd'hui pour développer des solutions ? Alors, il y a des solutions, enfin chez nous en tout cas, qui sont déjà utilisées sur ces différents domaines. Par exemple, l'intelligence artificielle, nous aujourd'hui on l'utilise dans nos scénarios de lutte contre le blanchiment pour filtrer toutes les opérations de trade de cash et je dirais plus largement de la banque en général, qui sont basées sur des algorithmes qui apprennent en permanence des comportements du client, des opérations habituelles, et qui sont capables de les reproduire et de détecter les dysfonctionnements. Donc ça, c'est déjà existant. Après, les API, c'est aussi existant. J'expliquais dans la séance précédente qu'on avait développé des systèmes qui, aujourd'hui, savent accepter des API et ont un catalogue d'API qui sont disponibles pour les entreprises. Ce système, il est en train d'être déployé partout dans le monde, et donc c'est aussi live. Ce qui l'est peut-être un peu moins, c'est la blockchain, puisque cette année, depuis seulement cette année, Contour est en production chez nous pour faire du crédit documentaire digitalisé et qu'on n'est pas encore dans une phase où on l'utilise en mode industriel. Donc cette partie-là, effectivement, elle est perfectible, mais cette technologie et ces technologies, elles sont utilisées. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est que toutes les technologies ne sont pas bonnes pour tout. C'est-à-dire que la blockchain est un terme à la mode. Il y a eu des périodes où on faisait des proof of concept sur la blockchain partout. Ce n'est pas forcément adapté à tout. Donc il faut... C'est pas la solution miracle, il faut regarder d'abord les besoins, les moyens. Il faut regarder ce qu'on veut en faire, le use case, et puis est-ce que c'est la meilleure technologie pour faire ça. Pour vous, Cyril, il y a divers, quand on dit intelligence artificielle, blockchain, API, est-ce que c'est oui, ils sont différents. Est-ce qu'il y a des technologies disponibles, éprouvées sont différents sujets. Et si on revient sur l'intelligence artificielle, effectivement, les banques ont mis en place des technologies aujourd'hui qui permettent de lutter effectivement contre le blanchiment, la fraude, mais également d'améliorer les process de traitement par des lectures automatiques des documents. Parce qu'il faut rappeler quand même que dans la partie documentaire, il y a énormément de documents, donc ça nous permet effectivement de lire beaucoup plus rapidement les documents. Sur les API, de la même manière, je pense que les banques proposent sur leur plateforme de nombreuses API. Ensuite, le sujet, comme on en discutait précédemment dans la session précédente, c'est d'avoir des règles communes sur ces API, de manière à ce que les corporates puissent avoir la même API utilisable partout. Et ça, on n'en est pas encore là. Ah oui. Mais technologiquement, effectivement, il y a des possibles. Voilà, exactement. Voilà. Et donc le chemin est encore à venir, mais en tout cas, il y a beaucoup de sujets sur ce type il y a beaucoup de réflexions sur ce type de sujet. Et puis ensuite, on voit des initiatives qui sont lancées, notamment sur la dématérialisation des documents. On peut penser au Bill of Lading et pas mal d'initiatives en Asie, notamment à Singapour. On essaye de dématérialiser ce type de documents de manière à rendre plus accessible et plus facile la supply chain. Donc voilà, donc il y a des avancées effectivement qui se mettent en place. Ça prendra encore un peu de temps, je pense. Alors on va donner un peu concrètement, un petit peu détaillé par produit du Trade Finance, voir quelques initiatives. Donc on aura les garanties domestiques, internationales, le crédit documentaire et sa lettre de crédit, l'open account, le supply chain management. Sur les garanties tout d'abord, puisque vous disiez qu'il y avait effectivement le besoin, la nécessité de distinguer par produit quand on parle de technologie de digitalisation et trade finance. Sur les garanties domestiques tout d'abord ou internationales, si c'est cette distinction qu'il faut faire, quelles avancées voyez-vous sur les garanties, on va dire sur les garanties locales,
Si on prend par exemple le marché français, c'est un marché qui est maintenant assez bien digitalisé parce qu'on a affaire à des garanties qui sont qui sont standardisées et donc effectivement ces garanties sont émises via des plateformes qui existent. Donc ça c'est pas il n'y a plus réellement de sujet aujourd'hui sur ce type de garantie. Quand on commence à parler sur des garanties internationales, alors effectivement, là, on a des intervenants beaucoup plus importants, enfin beaucoup plus nombreux, puisqu'on peut avoir donc l'émetteur, bien évidemment le bénéficiaire, et puis la banque qui va émettre la garantie, la banque qui va la réceptionner. La banque qui la réceptionne peut être une succursale de la banque qui émet, mais pas forcément. Ça peut être une banque de correspondance, donc il faut négocier avec la banque de correspondance. Vous pouvez avoir des cas où vous avez un consortium et donc vous avez des différents intervenants qui vont émettre une garantie. Les mêmes banques vont émettre des contre-garanties. Donc voilà. Donc là, on rentre dans quelque part des garanties qui sont presque du sur-mesure. Et donc essayer de digitaliser derrière ça, c'est sans doute un peu compliqué, mais tout ça est en amont. Après, vers l'aval, on a des solutions du type SWIFT, effectivement, qui vont permettre derrière d'émettre directement la garantie vers le correspondant. Et donc ça peut être standardisé. D'accord. Et donc là-dessus, on en est où? Donc c'est SwiftNet, c'est ça? Exactement, oui. Il y a une actualisation notamment cette année? Alors il y a une actualisation effectivement cette année en octobre ou novembre sur ce qu'on appelle les MT 798 et donc qui devrait normalement permettre de fluidifier ces messages puisqu'on a toujours au sein de ces messages des zones qui sont remplies de manière différente par les banques et ce qui parfois pose un peu de problème. D'accord. Béatrice, sur cette actualisation, sur ce rôle de Swift, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que Swift peut jouer ce rôle d'acteur un peu chapeau de la digitalisation, standardisateur, normalisateur ou pas? J'ai envie de dire que Swift aujourd'hui, avec Swift for Corporate, il joue ce rôle-là, mais il le joue plutôt pour les grands corporates. Parce qu'aujourd'hui, il y a une cinquantaine de grands corporates dans le monde qui sont utilisateurs réguliers de Swift for Corporate et ça nécessite quand même un grand investissement côté entreprise, je dirais, pour mettre en place ces standards et mettre en place toute la connectivité pour le faire fonctionner. Donc ça veut dire que ça ne s'adresse quand même pas à tout le monde. Donc 50 groupes, c'est-à-dire des Américains, des Asiatiques, des Européens aussi Oui, des multinationales françaises ou étrangères, mais c'est plutôt les grands groupes de ces différents pays. Une petite PME ne pourra pas forcément mettre en place Swift for Corporate et en termes de coûts et en termes de fonctionnement. Ça veut dire qu'il y a d'autres systèmes digitaux qui doivent exister. Donc il y a les canaux des banques. Aujourd'hui, dans toutes les banques, vous pouvez normalement télécharger un fichier d'une garantie et demander à la banque de l'émettre. Donc ça reste un format digital, mais c'est vrai que comme l'expliquait Cyril, le nerf de la guerre, c'est la négociation du texte de la garantie. Donc en général, ça se passe en amont. Et ce qui est intéressant peut-être de noter pour les entreprises qui nous écoutent, c'est qu'il y a quand même aussi des fintechs ou des petites entreprises qui développent des solutions. Moi, je pense par exemple à une solution qu'on est en train d'étudier chez HSBC qui permet de négocier le texte de la garantie online, donc on s'échange entre guillemets des versions modifiées et une fois qu'on est d'accord sur le texte de la garantie, on peut directement l'importer dans le système opérant et de la banque et du corporate. Donc ça, c'est des solutions qui sont à l'étude, qui peuvent être intéressantes. On a aussi des entreprises, je pense par exemple à GTC, qui alors aujourd'hui se concentrent plutôt sur le marché allemand, mais qui met en place un coffre-fort électronique, entre guillemets, qui permet de stocker les textes de garantie. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant pour les corporates. Et donc, on voit émerger des nouvelles solutions. Mais j'ai envie de dire quand même que sur la partie de la garantie, on n'est pas très avancé sur la digitalisation parce que les banques ont pris le parti de regarder le produit le plus, on va dire, consommateur de temps, énergivore et le moins optimisé, qui est quand même le trade traditionnel. Et donc, pour l'instant, les énergies se sont concentrées là-dessus. C'est ce qu'a vocation à faire Contour, par exemple. Et Contour est tout juste en train de démarrer des proof of concept sur la garantie.
Donc ça va venir, mais d'accord. c'est pas Donc encore... on tourne l'ex-Voltron qui rassemble différentes banques dont HSBC et BNP Paribas, dont on va parler aussi tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui il agit sur la lettre de crédit. Principalement, voilà. Aujourd'hui on est en production sur la partie lettre de crédit. Et comme je le disais, on commence les tests et le développement de solutions sur la partie garantie. D'accord. Alors, sur ce point des garanties, du rôle de SWIFT, nous avons interrogé Jean-François Denis, donc responsable mondial du Trade Finance chez BNP Paribas, et on va tout de suite regarder sa réponse. Alors tout d'abord, il faut signaler que les grandes entreprises se sont équipées ou s'équipent d'outils au sein de leur entreprise pour piloter au niveau des garanties le processus en interne, leur ligne bancaire, leur processus de validation, etc. Dans la communication entre ces entreprises et ces outils et les banques, SwiftNet est disponible, SwiftNet for Corporate. C'est moins établi à ce stade que ça ne l'est sur le cash management. Pour vous donner quelques chiffres, SwiftNet for Corporate en 2020, il y a 50 corporates pour le monde entier qui ont utilisé SwiftNet for Corporate pour le trade. Ça représente 35 000 transactions par an. Donc c'est nettement moins répandu que pour le cash management, pour lequel, pour BNP Paribas, seulement on a un peu moins de 1000 corporates qui utilisent SwiftNet dans le cash management. Un autre élément intéressant à noter, toujours dans le contexte de SwiftNet, c'est qu'il y a une nouvelle release en novembre 2021, comme chaque année d'ailleurs pour Swift, mais qui va embarquer pas mal de modifications et d'améliorations sur les messages du trade, les messages de garantie en fait en particulier, qui vont permettre de mieux structurer ces messages, de faire des drafts éventuellement également. Et donc là, il y a également un apport qui sera amené par cette release. Et puis finalement, peut-être un dernier élément qu'on peut noter dans la communication banque corporate, ce sont les API dont on parle beaucoup. Je dirais qu'il faut être un petit peu prudent parce que pour le moment, il n'y a pas de standard sur ces API pour le trade. Ce qui veut dire que si chaque banque, chaque entreprise, chaque éditeur software établit ses propres API, ça va être compliqué à gérer, coûteux. Et donc, il y a un effort de standardisation à faire sur les API. Et ça peut être un rôle d'ailleurs pour Swift. Il y a des discussions en la matière avec eux encore récemment. Merci Jean-François pour cette vidéo. Après les garanties, parlons désormais de lettres de crédit, de crédit documentaire. Alors, que peut apporter Béatrice Collot d'HSBC, que peut apporter le digital sur la lettre de crédit ? Il y a un sous-jacent qui est indispensable au digital, hein, c'est l'évolution d'un certain nombre de règles. Et donc, par exemple, les règles du commerce international sont régies par l'ICC. Il est indispensable qu'elles évoluent pour qu'on puisse faire évoluer le produit et qu'il soit bien supporté par le digital. Donc l'ICC, un chambre de commerce international. Oui, tout à fait. C'est évident pour tout le monde, mais... Pardon. Et donc, effectivement, ce qui est important de mentionner, c'est qu'il y a des groupes de travail qui ont commencé sur ce sujet et qui visent à assurer cette normalisation qui est indispensable, je dirais, à pouvoir mettre en œuvre la digitalisation. Donc ça, c'est en cours. Je pense que ça a bien été pris en main, que ça avance assez vite. Et je pense qu'il y a un angle réglementaire que peut-être tu veux couvrir, Cyril. D'une part, je suis d'accord avec toi sur l'intervention de l'ICC, hein, qui est finalement on va dire une agence qui va nous permettre de définir des règles et un socle sur lequel les banques pourront s'appuyer. Ensuite, effectivement, il y a un socle réglementaire qu'il est nécessaire aussi de regarder. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives, notamment à Singapour, qui sont supportées par le gouvernement singapourien avec l'ICC, pour revoir plusieurs sujets, dont le réglementaire, dont l'interopérabilité des plateformes entre les différents intervenants des chaînes de supply chain, donc que ce soit les gens qui émettent les bill of lading, les connaissements, et puis les gens qui effectuent le transport. Donc tout ça doit à un moment donné fonctionner sur un même socle pour permettre derrière aux banques de traiter beaucoup plus facilement les documents qui seront potentiellement digitalisés. D'accord. Parce que vous parlez de normalisation grâce aux règles, à un atelier mis en place par l'ICC. Normalisation de quoi? On parle de quoi exactement? Ça peut être... En fait, aujourd'hui, il y a des règles et usances qui régissent les règles du commerce international. Donc, c'est les champs des messages SWIFT, qu'est-ce qu'on met dedans, comment ça fonctionne, comment on traite les irrégularités et à quelles lois elles sont soumises.
Donc il y a des parties des opérations qui sont soumises à ces lois internationales et puis il peut y avoir des parties qui sont soumises au droit local et il faut aussi que le droit local les accepte. Donc, comme tu le mentionnais, il y a des endroits où en fait on est peut-être plus en avance parce que le régulateur local il a pris en main cette partie-là. Et c'est souvent en Asie, puisque tu parlais de Singapour, il y a la même chose à Hong Kong. Ce qui fait que l'adoption, elle est beaucoup plus rapide là-bas, par exemple, de toutes ces plateformes qu'elle ne l'est chez nous, par exemple, en Europe. D'accord. On a l'impression que là-bas, le digital va plus vite et mieux parce qu'il y a un socle réglementaire, une volonté réglementaire du régulateur plus bienveillante ou d'aller plus vite. C'est pas forcément bienveillant, ça peut être strict, mais c'est pas bienveillant. D'accompagner le changement. Oui, ça fait partie de la règle. Et en fait, par exemple, Singapour a décidé qu'ils allaient digitaliser avec la blockchain tout leur marché, le marché du trade international, mais aussi d'autres produits. Donc, une fois qu'ils ont décidé ça, ils se mettent en situation 2 et ils demandent à toutes les entreprises qui opèrent sur leur marché d'utiliser les standards qu'ils ont définis ou les plateformes qu'ils sont en train de définir. Donc, par exemple, il y a une plateforme, je crois que c'est eTrade Connect, qui vise à faire du trade finance sur le marché de Singapour. Et cette initiative-là a été complètement portée par le régulateur singapourais avec le consortium R3 qui est le même que celui de Contour. Et donc c'est moins le cas en Europe? Pour des raisons de volume d'opération. Voilà, il y a quand même un volume d'opération beaucoup plus important en Asie lié au crédit documentaire que ce qu'on peut voir aujourd'hui en Europe. D'accord, et donc vos clients qui peuvent être européens travaillent également en Asie, donc ça les aide aussi, enfin, c'est bénéfique aussi pour eux. Bien sûr que c'est bénéfique, mais en fait, il y a une composante qui est importante, c'est qu'en Europe, on ne fait pas de trade entre nous, entre guillemets. Donc, par exemple, je suis un client français, je ne vais pas faire du trade avec l'Allemagne, ou vraiment de manière marginale. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la communauté européenne, qu'il y a des lois qui se ressemblent, et que finalement, votre risque, vous maîtrisez plus ou moins. Ce que vous ne maîtrisez pas, c'est éventuellement si ce fournisseur ou ce client, il est nouveau et que vous ne le connaissez pas très bien. Quand vous allez en Asie, c'est très très loin. Vous ne maîtrisez pas forcément toutes les règles locales et vous ne connaissez pas les gens. Donc, en fait, souvent, vous faites du trade finance parce que vous avez en fait des opérations interbancaires qui permettent de sécuriser ces opérations et de vous rendre plus à l'aise. Et donc, en fait, c'est souvent quand même transrégion, ces opérations de trade finance dont on parle. Donc, effectivement, on a des clients européens qui peuvent être associés à ces plateformes, mais comme elles sont plutôt en Asie, c'est plutôt à l'initiative de leurs fournisseurs ou de leurs clients là-bas. Il faut bien se rappeler dans l'ordre des choses, lorsque vous entrez en relation avec quelqu'un, généralement paiement au comptant, lettre de crédit, et puis ensuite paiement avec un différé de paiement potentiellement, lorsque vous connaissez bien. Voilà. Et je pense que la lettre de crédit est comme elle est là pour sécuriser une transaction. Voilà, c'est un instrument de sécurisation avant d'être un instrument de financement. Alors, quelles sont les différentes initiatives qui existent de plateformes interbancaires ou pas sur la lettre de crédit, de plateforme digitale? Alors, écoutez, il y a plusieurs plateformes qui existent. Il y a TradeLens qui a été lancé, qui est une plateforme qui a pour vocation de regarder la digitalisation des documents de transport, entre autres. Vous avez Trade Trust également à Singapour, qui rentre dans ce cadre-là. Donc l'objet est toujours d'essayer de digitaliser au maximum les documents, et notamment le document de transport qui est un document de propriété. Voilà, et puis effectivement il y a Contour, et Contour que nous, pour l'instant dans lequel on ne participe pas, qu'on regarde avec grande attention. Et donc voilà, je passe la main à Béatrice sur Contour. C'est combien de banques aujourd'hui? Alors Contour, je crois que c'est 12 ou 15 banques, je ne me rappelle plus précisément, mais c'est de cet ordre-là, et donc c'est développé par le consortium R3. Donc, je pense que Jean-François va nous le présenter plus amplement, mais effectivement, nous aussi, on est participants de cette plateforme, et son objectif principal et premier, c'était de digitaliser complètement le crédit documentaire et de ne plus avoir de papier.
Et donc ça, c'était l'objectif de départ, le postulat de départ, on va dire, de cette plateforme. Après, comme je l'évoquais, il y a eTrade Connect qui a une vocation un peu similaire, mais qui a été développée principalement pour Singapour et par Singapour, donc le gouvernement singapourais. Donc ça, c'est les principales qu'on peut citer, qui sont très disruptives dans leur approche, parce qu'après, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Hein. Je pense aux Bolero et SDOC qui ont eu vocation à essayer de digitaliser le Bill of Lading et qui, je dirais, reprennent un peu enfin, n'ont pas été adoptés partout dans le monde, mais le redeviennent avec ces initiatives de blockchain, hein, puisque la solution Contour, elle passe aussi par l'utilisation de Bolero. On voit aussi d'autres acteurs, je pense à Wave, qui a développé une solution qui permet de crypter le Bill of Lading et de le rendre sécurisé. Parce qu'une des problématiques de fond, c'est de s'assurer de son authenticité. Hein. Donc cette solution, elle peut être intéressante et elle peut être intégrée à une plateforme. Et puis, tu as mentionné TradeLens. Alors, TradeLens, sa spécificité, c'est vraiment d'utiliser la blockchain pour avoir une plateforme qui traite toute la partie physique de la supply chain finance. Donc, tout ce qui se passe, on va dire, du départ de l'usine à l'arrivée chez le client. Tout ce qui n'est pas la banque ? Tout ce qui n'est pas la banque et l'entreprise. Oui, moi, j'appelle ça la supply chain physique, hein, parce que c'est vraiment le transport des biens. Chaîne logistique. Voilà, la chaîne logistique. Et donc, TradeLens, c'est une émanation de Maersk, hein, puisque Maersk a créé un consortium de tous les transporteurs maritimes du monde, enfin d'une grande partie, ils couvrent 90% du transport mondial. Je crois qu'ils sont une quinzaine également. Et donc, ils se sont donné comme objectif de vraiment digitaliser cette partie-là et de la simplifier pour eux-mêmes, entre autres, mais aussi pour les autres intermédiaires, donc par exemple nous les banques. Et donc ça, c'est un consortium, je ne sais pas si je l'ai dit, qui est entre Maersk et ce consortium et IBM. Et ils sont assez avancés dans la digitalisation de cette partie supply chain finance physique. Vous dites que ça peut aussi impliquer les banques, ça doit impliquer les banques. Et aujourd'hui, est-ce que vos groupes le regardent ? Est-ce que je crois que Stan Sharp, notamment, il a annoncé l'année dernière qu'ils avaient intégré cette solution. Alors nous, on travaille avec TradeLens. Je ne dirais pas que pour l'instant, elle est intégrée, mais on regarde comment est-ce qu'on peut collaborer avec eux, parce que ça a un intérêt de pouvoir se connecter à ces plateformes et de récupérer l'information. Puisque, par exemple, moi, je vais relâcher un financement sur la base de certains documents ou de certaines informations. Si je peux les voir en temps réel dans une plateforme de ce type, je peux toujours attendre l'arrivée des documents physiques, mais je peux financer en amont, et c'est un peu le type d'optimisation que recherchent les entreprises. Donc effectivement, ça, ce sont des choses qu'on regarde, et la solution qu'ils développent est très intéressante. Je dirais qu'il y a d'autres systèmes qui sont intéressants dans ce domaine-là. Je pense à DCSA. DCSA, c'est aussi une émanation de ce même consortium de Maersk et des compagnies maritimes qui, lui, vise à créer des containers intelligents et à standardiser l'information qu'on peut recevoir de ces containers, donc pour optimiser, par exemple, le financement, parce qu'on peut savoir à n'importe quel moment où est le bateau, s'il est au port, et donc potentiellement, lorsque les marchandises vont être dédouanées, et potentiellement finançables. Donc ça a un intérêt pour les banques. Et ça a un autre intérêt, hein, c'est qu'aujourd'hui, dans les banques, on contrôle les trajectoires des bateaux pour s'assurer qu'ils ne passent pas par des pays sanctionnés, ou ne s'arrêtent pas dans des pays sanctionnés. Et le fait de pouvoir récupérer cette information des containers intelligents facilite nos contrôles de lutte contre la criminalité financière. D'accord. Et donc DCSA, c'est le conteneur intelligent et c'est Maersk. Voilà, Maersk et ce consortium. Ce n'est pas que Maersk, c'est toutes les. Donc il y a CMA CGM, il y a tous les grands transporteurs maritimes. Et donc en fait, ils se mettent d'accord sur des règles de fonctionnement, de standards, de standards informatiques pour ces containers. Et c'est aussi utilisé par une autre composante qui est le port intelligent, puisqu'aujourd'hui, il y a aussi des ports qui deviennent intelligents et qui sont tout automatisés. Donc ces informations-là, aujourd'hui, on peut imaginer, dans le monde de demain, les interconnecter avec les banques.
Oui, parce qu'effectivement, j'ai vu un communiqué de presse le mois dernier, en février, des ports d'Anvers et de Bruges qui annonçaient leur union en disant qu'ils voulaient notamment investir davantage dans la transition vers une économie pauvre en carbone, c'est un autre sujet, et dans la numérisation de la chaîne logistique. Voilà. Donc, ces deux ports belges voulaient bâtir un géant mondial et parlent notamment dans leur argumentaire de la digitalisation de la chaîne logistique. Il y a beaucoup de ports qui sont, on va dire, innovants dans ce domaine. Il y a aussi le port de Rotterdam, il y a un port qui a été construit aussi à Londres et qui fonctionne sur ces règles-là. Et vous disiez zéro carbone. Alors, zéro carbone parce qu'en fait, on est capable d'ajuster la vitesse du bateau à la disponibilité d'un emplacement de déchargement dans le port, par exemple. Et donc, du coup, on réduit la consommation d'énergie. Ouais. Parfait, merci. Alors, au sujet de ce crédit documentaire, on a aussi demandé son intervention à Jean-François Denis de BNP Paribas, qui va, dans la vidéo qui arrive, nous parler notamment de la plateforme Contour. Alors, tout d'abord, concernant les produits documentaires, on est face à un écosystème compliqué, comme on le sait, avec beaucoup d'intervenants, entre l'acheteur, le vendeur, ses banques, les ports, les douanes, etc. Beaucoup d'acteurs sur la chaîne. Et du coup, la transformation de ce type de processus est compliquée. Je dirais qu'il y a un avantage quand même extrêmement important aux produits documentaires, c'est le corps de règles international de l'ICC, qui vous permet finalement d'exécuter un paiement, puisque la lettre de crédit est un paiement, avec un certain nombre d'éléments de mitigation de risque, d'un endroit du monde vers un autre endroit du monde, sur base de ces corps de règles, et donc avec un bon niveau de protection. Donc c'est un produit de ce point de vue-là qui est très performant. Par contre, on le sait tous, effectivement, c'est un processus compliqué, beaucoup de papier, lourd, et donc il y a un objectif de le transformer, ce qui sera bénéfique pour tous les acteurs sur la chaîne. Concernant cette transformation, on peut prendre deux approches. Soit une approche disruptive en changeant réellement les systèmes, soit une approche plus incrémentale avec quelques améliorations un peu plus à la marge. Alors si je commence par l'approche disruptive, cette approche c'est Contour, qui est une initiative qui est menée, lancée par une douzaine d'investisseurs, dont BNP Paribas, d'autres banques, il y a entre autres pas mal de banques asiatiques également, et qui a comme vocation à faire de la lettre de crédit digitale. Et donc on part des règles et des sets de règles de la lettre de crédit qui sont puissantes, comme je le décrivais, et on vise à créer un système qui a été créé entre-temps, qui vous permet de travailler en full digital. Alors, comment ça se passe concrètement? Vous avez l'acheteur, le vendeur, ces banques qui partagent le système, donc il n'y a pas besoin de faire d'installation compliquée ou de s'intégrer avec ces systèmes opérationnels, en tout cas pour débuter. On peut utiliser la plateforme qui est à disposition à travers l'interface web. Dans un premier temps, on élabore la lettre de crédit. Donc, au lieu de s'envoyer des messages Swift qui font des allers-retours sur les amendements, etc., en réalité, on travaille tous sur la même donnée. C'est en réalité une solution blockchain, donc en réalité, on travaille sur la même donnée de manière instantanée et on établit la lettre de crédit. Donc déjà, cette première phase pour établir cette lettre de crédit est extrêmement plus rapide que dans l'utilisation normale, on va dire, et il y a un gain de temps extrêmement appréciable. Bon. Après, ces mêmes quatre acteurs peuvent se mettre d'accord de se dire qu'ils échangeront entre eux uniquement des versions digitales des documents. Et donc, charger sur la plateforme ces documents sans besoin de se les envoyer par courrier papier. Bien entendu, si nécessaire, et ce sera nécessaire dans beaucoup de cas dans un premier temps, certains acteurs, eux, demandent une copie papier. C'est évidemment tout à fait possible de les transmettre sous ce format-là également. Et puis finalement, la plateforme a été bâtie pour se connecter également à des solutions de e-bill of lading électronique, qui peuvent être intégrées à la plateforme. Donc voilà, c'est une solution qui part du principe que l'ALC est un instrument extrêmement puissant et qui vise à vraiment totalement transformer son processus et à le rendre digital. L'entreprise a été créée tout début 2020. Avant ça, il y avait un projet avec quelques tests, mais l'entreprise a été créée tout début 2020. A eu une phase d'un an de bêta. Il y a eu une trentaine de banques, à peu près une trentaine de corporates également, qui ont fait des vraies transactions de production sur la plateforme. Et là, la plateforme est rentrée en full production ici au début janvier 2021. Et vous pouvez l'utiliser dès demain si vous voulez. Évidemment, il faut regarder à trouver, je dirais, le bon axe de déploiement.
trouver des contreparties qui sont intéressées, avec qui vous avez peut-être un sujet d'ailleurs sur la mise en place de l'ALC, la vitesse et la rapidité de cette mise en place par exemple, et donc pour faire démarrer l'utilisation de la plateforme. Donc ça c'est Contour qui est immédiatement disponible et c'est la seule solution qui réellement vise à transformer l'ALC de manière digitale sur le marché de cette manière-là. Après on peut aussi faire quelques évolutions plus incrémentales. Il y a par exemple pour en citer deux, il y a une initiative menée par Swift, pour le moment ce sont des proof of concept, donc des tests qui permettent d'échanger les documents au travers de FileAct et d'un message Swift d'accompagnement. On a participé à ces tests, ce n'est pas encore totalement déployé, mais ça permettrait d'au moins déjà réduire un tout petit peu la complexité, au moins dans les échanges interbancaires, et donc de gagner du temps pour tout le monde sur toute la chaîne. Et puis une deuxième initiative qui est propre à BNP Paribas, c'est nous regardons avec nos clients comment réaliser des LC les plus simples possibles. Donc juste pour vous donner un exemple, si vous n'utilisez pas le transport maritime, mais par exemple le transport aérien, il y a moyen de convenir avec les différentes parties autour de cette LC, d'LC simplifiées dans leur forme. Donc ça aussi, c'est de l'innovation incrémentale qui permet d'améliorer le processus sans attendre des développements informatiques lourds. Merci Jean-François. Et passons maintenant à l'Open Account, après avoir vu les garanties, le crédit documentaire. L'Open Account maintenant. Cyril, pour vous, quelle spécificité de ce produit en termes de digitalisation, d'innovation technologique? Quelles contraintes Aujourd'hui, je dirais qu'alors sur l'Open Account, vous avez la partie receivable et la partie payable. Receivable, la partie escompte et payable, la partie financement fournisseur. Pour moi, ce sont deux sujets qui aujourd'hui sont relativement bien digitalisés, puisqu'on passe au travers de plateformes, donc soit de plateformes bancaires directement, soit de plateformes de fournisseurs qui sont mis à disposition des corporates. En tout cas, les corporates les achètent et les banques viennent directement se plugger. Ensuite, je pense qu'il y a d'autres plateformes qui sont en train d'émerger, qui sont des plateformes de consortium bancaire. Et donc, un exemple est Trend International Network. Et par exemple, ici, l'idée de ce type de plateforme est bien évidemment de financer des factures, mais avant ça, de financer le purchase order. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte finalement que beaucoup de fournisseurs souhaitaient, à la signature du contrat et entre l'émission de la facture, il pouvait s'écouler 10, 20, parfois 30 jours. Et donc c'était une zone finalement qui n'était pas financée. Au travers d'une plateforme qui va rassembler l'acheteur, le vendeur et les banques, d'une part, cette plateforme va permettre de financer le purchase order, va permettre de sécuriser la transaction en termes de fraude, puisque des informations vont être déposées par l'acheteur et par le vendeur, et le vendeur va envoyer l'information à une seule banque pour pouvoir potentiellement faire le financement. Donc on évite le risque de fraude, on évite le risque de double financement, et puis ensuite, si le fournisseur envoie une demande de financement, ou l'acheteur envoie une demande de financement, finalement, peut-être que le fournisseur n'est pas connu de la banque de l'acheteur, et la banque de l'acheteur va demander à une des banques du pool de pouvoir financer ce fournisseur avec la certitude d'être payé, parce que derrière, l'acheteur aura un programme de supply chain financé par la banque, par exemple Deutsche Bank, et la banque, dans ce cas-là, Deutsche Bank s'engagera à payer la banque du fournisseur. Voilà. Et donc ça, ce sont des méthodes qui sont en train d'émerger. On est sur des phases de test. Et voilà. Et pourquoi en fait ce type de concept? Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait énormément de liquidités sur le marché et énormément de demandes pour ce type de produit. Et donc voilà. Donc ça, c'est une manière aussi de digitaliser quelque part l'open account. D'accord. Béatrice, donc Cyril disait que vous étiez aussi donc, sur TIN, Trade Information Network. Est-ce que c'est un produit récent? Est-ce que pour en avoir tous les bénéfices, justement, il faut que moi, acheteur, je sois client d'HSBC et mon voisin vendeur, client de Deutsche Bank, que les deux banques soient sur la plateforme?
Alors en fait, la réponse est non, pas forcément. Il n'y a pas nécessairement besoin que les deux banques soient sur la plateforme. En fait, vous pouvez venir financer un de vos clients ou sur la plateforme sans être participant de la plateforme. Mais bon, en l'occurrence, nous, on est participants, donc il n'y a pas de problème. Et j'ai envie de dire que cette offre TIN, elle fait le lien avec ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 60% des entreprises qui auraient besoin d'un financement qui ne l'ont pas. TIN, cette plateforme vise vraiment à adresser ça, parce que ces factures qui sont accessibles sur la plateforme à un financement, elles ne l'étaient pas avant. Et donc, ces entreprises-là ne pouvaient pas forcément être financées ou escomptées. Donc là, ça, c'est une question de secteur, de géographie ou de taille de... C'est une question d'offre. Cette offre... facture de 100 € contre 1000 factures de 10 millions d'euros, ou c'est une question de... Le risque aussi. Ouais. De prise de risque. Donc c'est une question de taille d'entreprise en fait aussi. Donc avec ce produit-là, ces produits-là, avec le digital, on va aussi plus vers les plus petites entreprises. Disons qu'on donne de la transparence à celui qui va financer sur ce qu'il finance et comment est-ce qu'il va être remboursé. Et donc, en fait, cette transparence-là vous donne le confort ou pas de financer. Et en fait, c'est cette différence-là qui n'existait pas particulièrement par le passé. Aujourd'hui, toutes les factures, elles vont être sur la plateforme et puis on peut décider de les financer ou pas. Et c'est en ça que je dis, ça permet de financer des entreprises qui n'avaient pas accès. Alors, c'est relativement nouveau, parce que TIN, on est quand même encore en phase de pilote, en tout cas nous. C'est plutôt en Asie pour l'instant. Mais ça va arriver en Europe. Et donc, je pense que ça, on évolue en tout cas dans la bonne direction de ce qu'on évoquait au début de la séance sur pourquoi est-ce qu'il faut digitaliser le trade. D'accord. Alors donc, TIN, on avance. Est-ce que Marco Polo ou WeTrade, est-ce que c'est dans le même esprit, dans la même catégorie? Alors, Marco Polo, nous, on n'y est pas. Excuse-moi. Donc, je ne pourrais pas répondre. Sur WeTrade, là, le principe est un peu différent parce qu'effectivement, on peut... en fait, c'est de la mise en relation de clients de banque. Donc, si par exemple, je suis sur la plateforme et tu es sur la plateforme, en fait, on met nos clients et on recommande nos clients sur cette plateforme et on leur dit, voilà, si tu veux travailler avec le client de Cyril, nous, on a fait le KYC, c'est quelqu'un de très bien, c'est une entreprise qui a pignon sur rue, elle fait des jeans. Et donc, si tu veux acheter des jeans, c'est parfait. Et donc, en fait, elle fait cette mise en relation-là et en fait, elle donne la garantie ou une sorte de sécurité, parce que garantie, c'est peut-être un terme un peu fort, que ce sont des clients qu'on connaît bien et qui sont de bonne notoriété pour travailler ensemble. Puis ensuite, il y a toute la partie financement qui se fait entre les banques. Donc, c'est un schéma un petit peu différent de TIN, mais qui vise à faire la même chose et qui s'adresse plutôt aux petites et moyennes entreprises. D'accord, à travers l'Europe, je crois. Oui, pour l'instant. Européenne, oui. Cyril, non. Parler sur Marco Polo ou WeTrade, Marco Polo, alors non, Marco Polo, on n'y est pas, donc effectivement, je ne pourrais pas dire plus. Et puis effectivement, WeTrade, nous, on le voit en Allemagne. Voilà, c'est une mise en relation de PME entre elles. Pour qu'elles puissent travailler ensemble, et derrière il y a la partie financement qui intervient. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur les différentes plateformes qui peuvent exister, sur les différents produits du Trade Finance, les développements qui sont en cours et prometteurs à vos yeux? Écoutez, moi, de ce qu'on voit, ce qui est vraiment prometteur, ce qui a été prometteur et ce qui l'est toujours, c'est la partie supply chain, clairement, avec les plateformes qui permettent aujourd'hui aux fournisseurs d'être payés avant, quasiment à vue, et puis derrière, quand c'est possible, quand la réglementation le permet, aux acheteurs d'étendre leur délai de paiement, et tout ça maintenant est complètement automatique via un lien Internet où le fournisseur vient directement se faire financer ses factures. Donc ça, c'est quand même un gros progrès. On a la même chose aujourd'hui sur les plateformes de receivable, où de la même manière, là on a inversé, mais le vendeur peut avoir un accès à une plateforme web et faire financer directement ses factures. Voilà, donc tout ça sont quand même des évolutions sur la partie working capital qui sont importantes aujourd'hui pour le monde de l'entreprise. Moi, je rajouterais peut-être une ou deux choses. Je trouve qu'aujourd'hui, sur la partie supply chain finance, c'est assez intéressant parce que
on peut structurer des opérations avec des connotations un peu différentes. Par exemple, sur la supply chain finance, nous, on travaille beaucoup actuellement sur des thématiques environnementales. Et donc, on peut structurer des financements, on va dire, verts, ou des supply chain finance vertes. On peut la découper, avoir des tranches qui remplissent aux objectifs responsables de l'entreprise et d'autres qui ne le sont pas. Et tout ça avec des plateformes qui sont complètement digitales et qu'on peut utiliser soit en tant que plateforme interne, soit en tant que plateforme interbancaire. Je pense à des plateformes de type Kiriba, Tolia, C2FO, Prime Revenue, entre autres, hein, mais il y en a beaucoup, et elles ont toutes on va dire leurs caractéristiques, mais elles font très bien cette partie financement des fournisseurs. Et ce qu'on voit aussi émerger, et Véronique le mentionnait dans la table ronde précédente, c'est que en fait, chaque corporate peut structurer sa supply chain finance avec ses propres besoins. C'est-à-dire, je veux favoriser mes fournisseurs de premier rang ou de deuxième rang, et en fait, je veux les aider à se financer avec mon nom. Ça, c'est un angle. Il y en a d'autres, hein, étendre les délais de paiement, bonifier je dirais les prix. Enfin, on voit un peu toute forme de supply chain finance. Et ce qui est intéressant, c'est justement de négocier et d'adapter cette partie-là pour l'entreprise. Donc vous disiez Véronique, donc c'est Véronique Blanc de Schneider Electric. Alors, vous citez là des plateformes, là, donc Kiriba par exemple, Prime Revenue, entre autres. On voit qu'il y a beaucoup de voies de collaboration entre banques, une banque toute seule, entre banques, avec des fintechs, avec les acteurs du commerce, les transporteurs, les douanes, etc. Est-ce qu'il y a une voie à privilégier qui est plus prometteuse quand on parle de trade finance et de digitalisation, ou encore une fois, comme vous le disiez au début, c'est vraiment une question de produit, de documentaire ou pas, de garantie. Est-ce qu'il y a un schéma qui semble plus prometteur ou qui effectivement produit des résultats déjà aujourd'hui? C'est vraiment une question de produit encore. Moi, je pense que pour l'instant, ça reste une question de produit, effectivement, parce que les produits, encore une fois, ont des objectifs différents et sont basés sur finalement des modus operandi différents. La lettre de crédit est vraiment un instrument de sécurisation et pour sécuriser, et autour de cette sécurisation, la lettre de crédit repose, en fait, le paiement repose sur les documents conformes. Hein. Si les documents ne sont pas conformes, on ne paye pas. Donc il y a vraiment un socle de documents. La garantie fait son chemin, mais encore une fois, là, c'est un produit qui n'est pas un produit que l'on dit fundé, en fait, hein, sur lequel il y a une sortie de cash. Et puis voilà, sur les produits working capital, on sent bien qu'il y a une avancée quand même sur la partie digitalisation. Pour vous, Béatrice Collot, est-ce qu'il y a une différence en termes d'acteurs impliqués, de fintech, les banques, les transporteurs Moi, j'ai envie de dire que c'est une question d'horizon de temps, parce qu'à court terme, ça ne va pas forcément transformer la vie de l'entreprise ou du corporate, hein. Mais par contre, en fait, il y a toutes ces choses qui sont en train d'arriver et qui, à un moment donné, vont être intégrées dans les process du commerce international et qui vont un peu changer et faire évoluer nos pratiques, hein, avec des horizons de temps très variés. Par exemple, la blockchain, je pense que ça va être plutôt plus long, on va dire, et surtout, si on prend la blockchain dans les garanties, pour faire référence à ce que disait Cyril, ça va dépendre aussi des produits, hein. Ça va être plutôt plus long parce qu'on voit bien qu'on démarre tout juste. Mais par contre, je pense que la blockchain, elle est assez prometteuse dans un certain nombre de domaines si il y a adoption et interopérabilité. Donc il y a des si. En tout cas, je pense qu'il faut continuer à regarder ce qui se passe dans ce domaine-là parce que c'est intéressant. Et puis il y a des domaines qui évoluent très vite, hein. Tout ce qui se passe dans la supply chain physique, ça évolue très vite, c'est très intéressant. Et en fait, je pense qu'il faut se poser la question de savoir comment ça va modifier l'écosystème et donc nos modes de fonctionnement. Dire qu'on a la réponse aujourd'hui, je pense que ce serait un peu arrogant, mais en tout cas, voilà des directions qui existent et qu'il faut regarder pour voir comment ça va évoluer dans les années à venir. D'accord. Alors, dernier point, comme dans notre table ronde précédente, sur le Covid, la pandémie, est-ce que pour vous, c'est un accélérateur de la transformation digitale ou finalement, entre guillemets, on n'avait pas besoin de ça, c'est-à-dire on n'a pas attendu, c'était un mouvement qui précède en fait la pandémie.
Ou est-ce que ça rend le digital encore plus indispensable ou pas vraiment? Est-ce que ça n'a pas d'effet? Cyril? Moi, je pense que ça rend le digital encore plus nécessaire, ne serait-ce que par le fait d'éviter d'avoir tout un tas de papiers à stocker, voilà. Et donc, de toute façon, c'était un mouvement qui était latent, et la pandémie ne fait qu'accélérer aujourd'hui ce mouvement. D'accord. Béatrice? Alors, je peux être que d'accord avec Cyril, hein, parce qu'effectivement, le papier, ça introduit de la complexité dans nos plans de continuité d'activité. Donc aujourd'hui, on a des collaborateurs qui viennent tous les jours au travail, parce qu'il faut scanner les documents papier, les indexer et les traiter. Bon, c'est une petite équipe sur le nombre de personnes, mais néanmoins, ils sont obligés de venir. Donc ça, c'est une contrainte. Je dirais que le Covid, ou la Covid, ne ralentit pour autant pas les projets. Et ça, c'est ce qui me semble important, hein, c'est que les projets ils continuent à avancer au même rythme qu'avant. Il y a eu une phase de ralentissement l'an passé, mais qui n'a pas duré longtemps. Et donc ça, je pense que c'est intéressant de le noter parce que ça veut dire qu'effectivement, le digital, il est essentiel et qu'on ne veut pas prendre de retard sur cette partie-là parce que nécessaire pour l'avenir. D'accord, très bien. Mesdames, Messieurs, Béatrice, Cyril, merci de rester avec nous pour une séance de questions-réponses. Nous avions une question Working Capital. Alors, comment peut-on digitaliser durablement le Working Capital si on n'arrive pas à s'entendre sur une normalisation de la numérisation des invoices et des bills? La convergence a commencé, bien sûr, et la crise Covid a accéléré le mouvement, mais la normalisation n'a pas avancé. Béatrice Collot, pour HSBC, est-ce que vous pouvez nous apporter une réponse? Oui, alors bien sûr, je dirais que de mon point de vue et de ce que je vois, je pense que la partie working capital, et donc, parlant de working capital, je pense principalement à la partie supply chain finance et receivable finance. C'est quand même la partie où on est aujourd'hui le plus, entre guillemets, dématérialisé et digital, hein, puisque pour la facturage, en fait, on n'a pas réellement de factures. Aujourd'hui, on reçoit des fichiers, des fichiers de factures, mais qui sont quand même des fichiers avec lesquels on alimente nos systèmes informatiques. Et ensuite, lorsque nécessité de contrôle et de justificatif, là aussi, ces éléments sont aujourd'hui déposés de manière digitale sur nos plateformes informatiques, hein. Donc, moi, j'ai envie de dire que c'est quand même la partie aujourd'hui qui fonctionne le mieux et qui est à 99% digitale pour nos clients. Donc, c'est vrai que j'ai un peu une perspective différente. Je pense que les vrais sujets de digitalisation, c'est plutôt sur le trade finance ou les garanties, comme on l'évoquait lors de la session plénière. Sur le working capital, je dirais l'enjeu, c'est plutôt de savoir quel service le corporate souhaite avoir et quelle plateforme il va sélectionner. Et donc, avec ces plateformes qu'il peut sélectionner, soit bancaires, soit fintech, comment est-ce qu'on va être en capacité de travailler et d'apporter le financement attendu par le client. C'est vraiment les enjeux que je vois de mon point de vue. Et dans ce domaine-là, il y a énormément de fintech qui ont des fonctionnements assez différents. On a évoqué pendant la plénière Kyriba, on a évoqué Demica, on a évoqué un certain nombre de plateformes. Chacune a, entre guillemets, son mode de financement, des business models un tout petit peu différents, et c'est important que le corporate les étudie bien pour que ça remplisse au mieux son besoin de working capital et de digitalisation. Très bien. Merci. Cyril Blas, pour vous, est-ce qu'il y a un décalage sur la digitalisation côté working capital, trade finance plus traditionnel? Non, moi je rejoins Béatrice sur son analyse. En fait, on n'a pas, j'ai du mal à saisir la normalisation, la numérisation des factures, puisque effectivement, c'est aujourd'hui, que ce soit sur la partie receivable ou sur la partie supply chain finance, des échanges de fichiers directement entre la banque et les ERP des entreprises. Donc tout ça est vraiment digitalisé, normalisé. Pour moi, le principal problème
sur la partie working capital, mais c'est un problème qui est général à toutes les entreprises, c'est plutôt une problématique de risque. Savoir si la banque est en capacité de prendre du risque lorsqu'on est sur les receivables, sur la vente des factures qui nous sont proposées, pardon, et lorsqu'on est sur la partie supply chain, sur le risque de l'acheteur. Voilà. Une question blockchain qui est, comme on l'a entendu, un mot à la mode. La blockchain mettra sûrement plusieurs années avant d'être globalement adoptée dans le secteur et la plupart des solutions ne digitalisent que le support mais pas l'opération. Qu'en est-il de solutions d'automatisation du traitement et du contrôle des documents? Béatrice. Alors, c'est vrai qu'effectivement, Contour, c'est ce qu'on évoquait pendant la séance, elle adresse effectivement ces deux parties, hein, puisque l'intention, c'est vraiment d'être complètement digital tout au long de l'opération. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'elle combine des solutions déjà existantes. Donc, par exemple, dans Contour, on continue à utiliser soit Bolero, soit SDoc pour digitaliser le bill of lading. On pourra utiliser TradeLens. Ces solutions, elles existent déjà et on les utilise déjà dans le quotidien du trade finance. Alors, on va dire de manière plus ou moins importante en fonction des régions. On a dit que pendant la plénière que SDoc et Bolero, c'était plutôt utilisé en Asie, mais ce n'était pas aujourd'hui beaucoup utilisé en Europe. En revanche, nous, on utilise d'autres technologies. Hein. Donc, il y a quand même des choses existantes, mais c'est quand même, c'est exact qu'on n'a pas une solution qui adresse aujourd'hui tous les besoins et que ça varie aussi beaucoup d'une banque à l'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution existante. D'accord. Cyril, pour vous, la blockchain, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? C'est un peu éloigné comme le commentaire qui est donné, hein, sûrement pas avant plusieurs années. Moi, je pense que pour l'instant, en tout cas, c'est le cas de Deutsche Bank, les Deutsche Bank s'intéressent d'abord à digitaliser les documents via l'intelligence artificielle, de manière à gagner du temps, dans le traitement, dans le stockage des documents. Et donc, pour l'instant, les solutions d'automatisation au niveau bancaire, elles sont plutôt là. Nous, on a fait chez Deutsche Bank le pari de plutôt s'orienter sur la partie working capital et donc d'essayer de dématérialiser, de continuer à essayer de dématérialiser au maximum les solutions de working capital. D'accord. Une question d'actualité brûlante, enfin, c'était il y a quelques semaines, le géant des mers, l'Evergiven, avec ses 20 000 containers potentiels, qui a bloqué pendant près d'une semaine la circulation du canal de Suez. Quel lien, quel effet, quel enseignement pour le trade finance? Cyril, commencez cette fois-ci. Allez, alors je pense que sur cette histoire en fait de porte-containers bloqués dans le canal de Suez, il faut bien distinguer la chaîne financière et la chaîne logistique ou physique, qui sont finalement deux silos totalement quelque part déconnectés entre eux. Vous avez effectivement la chaîne financière qui est basée normalement sur le crédit documentaire, si on parle du crédit documentaire ici, hein, qui va se baser sur la conformité des documents. À partir du moment donné où les documents qui sont remis sont conformes à la lettre de crédit, l'opération va se traiter. Et si le container est bloqué, le container arrivera en retard, et puis derrière, il y aura d'autres solutions, à mon avis, des assurances qui rentreront en jeu, puisque logiquement, l'acheteur doit être assuré ou le fournisseur doit assurer ses marchandises. Donc, effectivement, ça a un impact physique sur la supply chain, mais pas nécessairement un impact sur la chaîne financière. D'accord. Béatrice Collot? Alors, moi, le commentaire que je ferais, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, en Europe, on est extrêmement dépendant pour tout ce qui vient de Chine, et c'est quand même une grosse partie de notre consommation de ce canal. Hein, et je pense que cette crise aura eu un bénéfice, hein, c'est probablement d'attirer l'attention sur quelque chose qu'on sait depuis très longtemps, hein, c'est que ce canal, il n'est pas large, il est peut-être plus très adapté à ces géants des mers qui sont de plus en plus gros. Hein, il y a eu en tout cas une tendance dans le temps à construire des bateaux de plus en plus importants. Je pense que peut-être on revient un peu en arrière là-dessus,
Mais en tout état de cause, ça met en avant le fait que probablement ce canal, il mériterait quelques travaux pour l'adapter, je dirais, à ce flux maritime permanent entre l'Europe et l'Asie, qui est le reflet de notre consommation, et du fait qu'on produit beaucoup moins en Europe. Et donc, nécessité probablement de faire quelque chose, parce qu'effectivement, c'est un risque. Alors, je suis d'accord avec Cyril, si on regarde l'impact financier que ça a eu pour les banques, et en tout cas le blocage induit par cette période, en fait, il est assez limité. Mais c'est parce que la crise n'a pas duré très longtemps non plus. Ça a duré 5-6 jours, on va dire. Je pense que ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique s'il n'avait pas réussi à débloquer ce bateau rapidement. Et donc, j'espère que c'est une prise de conscience de notre dépendance vis-à-vis de ça, parce qu'effectivement, si les bateaux font le tour de l'Afrique, je crois que c'est 15 jours à 3 semaines de trajet de plus. Donc, un coût important et puis un délai supplémentaire aussi très important pour les entreprises. D'accord. Une question sécurité, fraude et aussi d'actualité. Greensill et Tolia ont-ils été trop loin et trop vite dans la digitalisation du supplier finance? Comment adapter ces dispositifs de contrôle face à l'accélération des process? Cyril. Alors, est-ce que Greensill et Tolia ont été trop loin dans la digitalisation? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on était tous à peu près au même niveau dans ce type de produit. Après, ce qui fait sans doute la différence, c'est que vous avez une plateforme et derrière un fonds qui est là pour financer, à la différence d'une banque qui a ses propres plateformes, et le métier d'une banque, c'est de venir financer. Voilà, ce sont des plateformes qui se mettent en place pour effectivement venir concurrencer le marché financier. Ensuite, il faut savoir, je pense, choisir ses partenaires. Et puis effectivement, sur les dispositifs de contrôle, je pense que ces sociétés avaient leurs propres dispositifs de contrôle. Est-ce qu'ils sont au niveau de ce que le régulateur demande aux banques? C'est une autre question. D'accord. Béatrice, sur ces affaires, ce contrôle, la sécurité? Je dirais que je suis assez d'accord avec Cyril. En fait, on est là sur un business model qui cherche à, entre guillemets, concurrencer les banques, mais qui n'est pas soumis aux mêmes réglementations et aux mêmes contrôles. Une banque, c'est une activité régulée. En face de chaque financement, vous mettez en face du capital, vous mettez en face des fonds pour assurer la pérennité de nos opérations. Et en fait, ces fonds et cette plateforme ne sont pas soumis aux mêmes obligations. Donc, quelque part, il faut comprendre le risque qu'on prend quand on commence à travailler avec ce type d'activité. Et c'est là que je refais le commentaire que j'avais fait pendant la table ronde, c'est que je pense que c'est extrêmement important, lorsqu'on choisit des partenaires plateformes, de comprendre les risques et de bien regarder les contrats qui sont signés pour savoir qui supporte un certain nombre de risques, le risque de financement, le risque informatique, et le risque potentiellement d'une quelconque disruption dans les remboursements, les financements, les assurances. Et donc, je pense que cette crise, et en tout cas ce problème sur Greensill Tolia, rappelle à tout le monde que travailler avec une banque, c'est quand même un peu plus sûr. Alors, ça a des avantages et des inconvénients, mais de ce point de vue-là, c'est un peu plus sûr que de travailler avec un fonds qui, du jour au lendemain, peut déposer le bilan ou avoir des difficultés. D'accord. Alors, passons à la dernière question, qui était en fait la première question, parce que c'était l'intitulé de la table ronde. La digitalisation peut-elle sauver le trade finance de l'embolie papracière? Alors, je vous demanderai à tous les deux une réponse, une conclusion, s'il vous plaît. Cyril? Oui, bien sûr, et on y travaille ardemment. Et encore une fois, lorsqu'on l'a répété plusieurs fois durant les tables rondes, l'aspect papier, papasserie réside essentiellement dans le produit qui est la lettre de crédit. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'initiatives qui sont lancées à travers le monde, dans les banques elles-mêmes, au travers de l'intelligence artificielle.
Donc, on va savoir résoudre ces problématiques dans un futur proche, je l'espère, et puis effectivement permettre à cette industrie de continuer à se développer. Béatrice Collot, pour conclure, répondre à la question initiale. Moi aussi, je suis assez confiante sur le fait que le digital va apporter de l'efficacité à ces process qui sont un peu anciens. Moi, je pense que la raison pour laquelle on en est là, c'est quand même que par le passé, c'est peut-être des sujets sur lesquels on n'a pas suffisamment investi et que ces dernières années, on a vraiment pris conscience que ces outils de financement permettent les flux internationaux qui sont essentiels pour nos économies et que, en tout cas, côté HSBC, on a fait des investissements significatifs pour s'assurer d'une digitalisation qui s'améliore et qui vise à faire disparaître le papier. Je dirais qu'on est quand même plutôt au début du voyage, mais en tout cas, il y a une volonté ferme de faire évoluer les choses et ça, je pense que c'est important. Je pense aussi que ce qui est important, c'est qu'il y a cette même volonté chez beaucoup de banques et chez beaucoup de corporates et que donc, c'est la meilleure chance de voir aboutir les choses lorsque toutes les énergies se concentrent sur un même sujet. Très bien. Béatrice Collot pour HSBC, Cyril Blas pour Deutsche Bank. Merci beaucoup à vous deux pour cet éclairage autour de la digitalisation du trade finance. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de votre attention et bonne continuation avec Univers Swiftnet.